l'actualité, les partis politiques ivoiriens ont rencontré hier le chef de l'État. Le président Alassane Ouattara a échangé avec eux sur le projet de révision de la constitution du pays. Il a recueilli leurs avis sur la question. Ce 8 juin, le monde entier célèbre la journée des océans. Elle vise à mettre un accent particulier sur le rôle important des océans. Le thème retenu cette année, Océan sain, planète saine. Le Nigérian Stéphane Keshi est décédé tôt ce mercredi matin. Vainqueur de la CAN 94, l'ancien défenseur des Super Eagles incarne l'âge d'or du football nigérien. En tant qu'entraîneur, il a entre autres remporté la CAN 2013 avec le Nigeria. Bonjour à tous, bienvenue. Merci de nous suivre sur RTI 1. Le président Alassane Ouattara a entamé hier mardi une série de consultations pour la mise en place d'une nouvelle constitution. Le président a rencontré les partis politiques, membres du cadre permanent de concertation, afin de recueillir leurs suggestions et recommandations. Awa Touré. Le président de la République, Alassane Ouattara, a échangé avec les partis et groupements politiques membres du cadre permanent de dialogue sur le projet de nouvelle constitution de la Côte d'Ivoire. Objectif visé, la recherche du consensus. Ce sont ces partis et groupements politiques membres du CPD qui se retrouvent ce matin devant vous, répondant ainsi à votre invitation pour vous écouter et certainement vous faire part de leurs observations et de leurs attentes sur le processus de révision, sinon de création d'une nouvelle constitution. Merci pour cette démarche participative que vous adoptez chaque fois que des questions d'intérêt national sont soulevées. Pour le président de la République, Alassane Ouattara, il s'agit, à travers cette série de consultations avec les acteurs sociopolitiques majeurs, d'enrichir le débat et de prendre en compte les avis des uns et des autres. Cette rencontre pour partager avec vous mes réflexions sur la nécessité de la mise en place donc de la Constitution de la Troisième République. En fait, ces réflexions datent de bien longtemps. Vous vous souviendrez à l'occasion de la campagne et même la pré-campagne de l'élection présidentielle, j'ai clairement dit que si j'étais élu, je proposerais la mise en place d'une nouvelle constitution. Et comme vous le savez, j'ai procédé le mardi 31 mai dernier à la mise en place d'un comité d'experts présidé par le professeur Ouraga Obou, que nous connaissons tous, qui a d'ailleurs été le président de la sous-commission Constitution avec le comité consultatif d'alors. Le vendredi 4 juin dernier, nous avons fait un conseil des ministres extraordinaires. J'ai voulu tout de même informer le gouvernement sur les grandes orientations que j'envisage donc par rapport à la nouvelle constitution avant de commencer donc les rencontres. Et donc c'est dans ce cadre que je reçois aujourd'hui les partis politiques de l'opposition. J'envisage de rencontrer les chefs traditionnels et les guides religieux. Et jeudi, ce sera donc la société civile avec également les jeunes, les associations des jeunes et de femmes. Alors, l'objectif visait d'enrichir notre réflexion et de prendre en compte les observations des uns et des autres. En bref, essayer de développer un consensus. À l'issue de nos rencontres, les observations seront reversées au comité d'experts qui nous fera donc une proposition de texte. Et c'est ce texte qui sera examiné d'abord par le Conseil de gouvernement, présidé par le Premier ministre. J'ai dit au Premier ministre que cette discussion devra prendre le temps qu'il faudra, même s'il faut 2 journées, contrairement à nos habitudes, et que le Conseil de gouvernement ait toute l'attitude de passer en revue les différentes propositions et pour qu'en Conseil des ministres, le Conseil de gouvernement puisse nous faire des propositions. Et un texte qui peut donc être adopté et transmis ainsi à l'Assemblée nationale. Donc voici un peu le chronogramme
Bien évidemment, nous avons des contraintes de calendrier puisque nous devons d'abord procéder à la révision de la liste électorale. Ceci devra commencer, je crois, dès ce mois-ci. Et ceci prendra quelques semaines. La liste électorale sera donc disponible vers août-septembre, selon le chronogramme qui a été proposé par la Commission électorale indépendante, ce qui nous permettra, nous, d'envoyer notre projet à l'Assemblée nationale, j'espère, au mois de juillet, pour être examiné. Et le référendum, en ce moment-là, sur la Constitution, serait proposé pour le mois de septembre ou d'octobre. Nous avions pensé à un moment donné à un couplage du référendum et des élections législatives qui, selon la loi, doivent avoir lieu en novembre, début décembre au plus tard. Après les discussions avec les uns et les autres, il a été proposé que nous puissions donc séparer les deux scrutins, faire le référendum constitutionnel en septembre-octobre et les élections législatives en novembre-décembre. Donc voilà un peu le chronogramme que je voulais vous indiquer. Et donc vous remercier à nouveau d'être là ce matin et dire que pour moi cette première rencontre avec l'ensemble de l'opposition est très importante pour la vie de la nation et que nous devons donc essayer de tenir le calendrier. Nous avons également, comme vous le savez, envoyé à l'Assemblée nationale le texte concernant l'opposition et le statut de l'opposition. Je pense que l'Assemblée examine ce texte déjà et que d'ici la fin de la session, nous aurons donc un texte qui pourra être promulgué. Le financement des partis politiques également a été mis en œuvre par mon prédécesseur et cela également est appliqué. Rappelons que les observations, suggestions et recommandations des partis de l'opposition seront répercutées au comité d'experts dirigé par le professeur Ouagaoubou qui a un mois pour proposer un projet de constitution à soumettre à référendum. Après donc les partis politiques hier, le chef de l'État a rencontré ce matin les chefs et guides religieux. Il les a aussi entretenus sur la question de la révision de la Constitution avant de recueillir leurs avis sur le sujet. La première dame de Côte d'Ivoire, ambassadeur spécial de l'ONU-SIDA, est attendue aux Nations Unies pour un plaidoyer en faveur de la généralisation du traitement pédiatrique du VIH. Dominique Ouattara était face au plus grand donateur américain pour une soirée d'appel de fonds en faveur des enfants infectés. Ils sont estimés à environ 2,6 millions en Afrique. Abiba Dambélé. La première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara, poursuit son offensive aux côtés de l'ONU-SIDA pour l'élimination du sida pédiatrique. L'ambassadeur spécial de l'ONU-SIDA était l'invité d'un cercle très fermé de grands donateurs américains qui se sont dit prêts à l'accompagner dans cette noble mission. Tout le monde s'est mis d'accord pour travailler sous l'égide de la Première Dame. Toutes ces organisations ont annoncé des ressources qu'ils vont mettre à la disposition des pays essentiellement africains pour mettre fin à l'épidémie de sida. Le directeur exécutif de l'ONU-SIDA, Michel Sidibé, a présenté l'ampleur du sida pédiatrique en Afrique et lancé un appel de fonds pour combattre cette pandémie, grâce notamment à la lutte contre la transmission mère-enfant. 90% des enfants infectés vivent en Afrique. L'ambassadeur spécial de l'ONU-SIDA pour l'élimination de la transmission mère-enfant du VIH et pour la promotion du traitement pédiatrique a plaidé la cause des enfants africains victimes du sida, dont la plupart n'ont pas accès aux traitements antirétroviraux. Nous sommes venus du monde entier, ici, à New York, afin de nous concentrer sur un enjeu hautement important, celui de protéger les générations actuelles et futures du VIH-Sida. Nous disposons aujourd'hui de tous les outils pour mettre fin au sida pédiatrique. Et pour y parvenir, il nous faut maintenir l'engagement et le soutien de tous les acteurs, à savoir les politiques, les fondations philanthropiques, le secteur privé, les organisations multilatérales, les communautés et la société civile. Mon pays, la Côte d'Ivoire, est fortement engagé à être l'un des premiers pays
à éliminer la transmission du VIH de la mère à l'enfant. C'est pourquoi nous soutenons fortement l'action de l'ONU-SIDA et à cet effet, mon pays a contribué financièrement de manière significative pour appuyer ces efforts. En ma qualité d'ambassadeur spécial de l'ONU-SIDA, mais aussi et surtout en tant que mère, je sais pouvoir compter sur votre appui continu afin qu'ensemble, nous mettions fin au sida et en particulier au sida pédiatrique. La Fondation Elma Philanthropie et du Grand-Duché du Luxembourg et les principales organisations humanitaires des États-Unis ont pris l'engagement d'accompagner la Première Dame de Côte d'Ivoire dans son combat pour la généralisation des traitements contre le VIH au bénéfice des enfants séropositifs. Une réunion des Nations Unies se tient aujourd'hui à New York pour faire le bilan de la lutte contre le sida. L'ONU espère pouvoir venir à bout de l'épidémie d'ici à 2030, même si 26 millions de personnes sont atteintes du VIH en Afrique subsaharienne. Direction le village de Tuy, dans le département de San Pedro. Le centre de santé a été équipé par Médecins du Monde. Les populations bénéficient de soins de meilleure qualité, en particulier pour la santé maternelle et infantile. Thérèse Yoboué. Tuy est un gros village de plus de 30 000 âmes. Il est situé à une cinquantaine de kilomètres de San Pedro. Les populations de ce village étaient obligées de parcourir des kilomètres pour se soigner. Grâce à l'ONG Médecins du Monde, les populations de Tuy disposent désormais d'un centre de santé entièrement réhabilité et équipé en matériel médical. Un ouf de soulagement pour les populations de Tuy. Avant, on n'avait pas de centre de santé, on partait dans des coins qui n'étaient pas trop appropriés. Et que Dieu merci, nous avons eu ce centre de santé. S'il y avait une femme qui voulait accoucher forcé, chaque année, il y avait une femme qui meurt en accouchement. Donc c'était un peu difficile. Mais entièrement, là, on remercie Dieu. On met que je t'enseigne, à chaque fois, c'était à Miadi ou bien à San Pedro, on partait. 10 localités ont déjà bénéficié des services de l'ONG Médecins du Monde. Selon la coordinatrice, ce projet vise à renforcer le système de santé rurale. Ce centre a eu beaucoup de chance puisque suite notamment à sa réhabilitation, un médecin lui a été affecté ainsi qu'un deuxième infirmier. Donc tout ceci contribue à des meilleurs soins de qualité et une meilleure accessibilité aux soins de santé pour les populations de la zone de Tuy. Sylvie Ba, sous-préfet de Gabiadji, a exhorté les populations à fréquenter effectivement ce centre de santé qui a été réhabilité et équipé pour elles. Le groupe des épouses de diplomates africains accrédités en Côte d'Ivoire s'engage dans la lutte contre la mortalité maternelle et infantile. Elles ont organisé un dîner de charité pour la construction de l'extension du centre de santé communautaire de Marcory. Salimata Dia et Amsa Diaby. Elles sont femmes et épouses d'ambassadeurs, réunies au sein du groupe des épouses des chefs de mission diplomatiques africains accrédités en Côte d'Ivoire. Elles ont tenu pour cette année à faire parler leur cœur en faveur de la cause mère-enfant. Un dîner gala de charité organisé pour lever les fonds nécessaires pour offrir une structure sanitaire à base communautaire pour la protection et la réduction de la mortalité maternelle et infantile. Ce geste symbolique d'abord pour aider nos sœurs, nos mères, nous voulons que tout le monde ait accès à la santé primaire. Il y a des problèmes de mortalité infantile et c'est vraiment un des objectifs du président de la République et du gouvernement. Et nous voulons apporter notre pierre à cet édifice. Et c'est la commune de Marcory qui a été choisie pour recevoir le centre de santé. Un acte social apprécié du gouvernement car il s'inscrit dans le cadre de sa politique de réduction drastique de la mortalité infantile. Nous sommes heureux parce que vous savez que l'État ne peut pas tout faire. Et c'est avec ce type d'appui, d'associations caritatives que nous pouvons arriver à apporter à la population ivoirienne tout le soutien que nous devons lui apporter. Nous avons réussi avec le maire de Marcory à leur octroyer un espace où elles pourront donc construire ce centre. Il faut dire que Marcory se présente comme une commune chic, mais derrière ce côté chic, il y a aussi des grandes pauvretés, telles qu'à Noumabo et à Lioudan qu'on a Raphaël. Donc aujourd'hui, c'est à Lioudan qui a été choisi pour recevoir ce centre de santé, mère-enfant. Demain, ce sera certainement à Noumabo et qu'on a Raphaël.
Tout comme de nombreux ambassadeurs et donateurs, la première vice-présidente de l'Assemblée nationale et l'épouse du ministre de tutelle Albert Mabry-Touakeus, parrain de la cérémonie, sont venus apporter leur soutien à cette action de partage et de générosité. La 60e session de la Commission de la condition de la femme a eu lieu à New York en mars dernier et les travaux viennent d'être restitués ici en Côte d'Ivoire. Il est principalement question de favoriser la mobilisation nationale en matière d'autonomisation de la femme dans un contexte des objectifs de développement durable. Herman Niamia. La 60e session de la Commission de la condition de la femme s'est tenue à New York, aux États-Unis, du 14 au 24 mars 2016. La délégation ivoirienne ayant pris part à cette rencontre, à travers cet atelier, veut vulgariser les leçons apprises et recommandations tout en favorisant une mobilisation nationale en matière d'autonomisation de la femme dans le contexte des objectifs du développement durable. On a été appuyé par des partenaires, donc il était tout à fait normal que du retour de cette mission, nous puissions faire la restitution pour leur montrer ce qui a été fait, pour leur dire où on va et pour qu'ils continuent quelque part à nous accompagner. Il s'agit aussi, au cours de cet atelier, de dégager les acquis en termes de leçons apprises, de préciser les défis et opportunités en vue de l'élaboration de stratégies innovantes pour l'autonomisation des femmes de Côte d'Ivoire. Il faut que les actions que nous menons soient en faveur de la femme et surtout la femme rurale. Dans le milieu rural, vous savez, les femmes travaillent beaucoup. Malheureusement, elles ne tirent pas trop de bénéfices. La 60e session de la Commission de la condition de la femme a recommandé, entre autres, une coopération plus étroite entre les États membres et la société civile pour faire le suivi de l'application des lois votées en faveur des femmes et aussi s'assurer que le programme de développement durable à l'horizon 2030 œuvre véritablement pour un monde plus égalitaire. Les femmes du secteur du vivrier n'entendent pas rester en marge de cette autonomisation. Constituées en association, elles ont reçu des équipements agricoles d'une valeur de 30 millions de nos francs. Le ministère de la Promotion de la Femme et le Conseil régional du Tchologo veulent ainsi renforcer la capacité de ces productrices. Soro Corona et Charles Tatou. Plus de 2000 femmes issues des 12 sous-préfectures de la région du Tchologo ont répondu présentes à l'appel de leur ministère. Regroupées au sein de 75 associations, groupements et coopératives, ces femmes sont essentiellement productrices du vivrier. Pour amener ces femmes à mesurer l'ampleur de leur rôle dans la lutte contre l'insécurité alimentaire dans le pays, elles ont reçu du matériel agricole et des présents. Coût global du don, plus de 30 millions de francs CFA. C'est une initiative du Conseil régional du Tchologo, soutenue par le ministère en charge de la promotion de la femme. Le président du Conseil régional a salué les femmes pour leur contribution dans le développement du Tchologo. Traoré Lassina a exprimé l'engagement de sa structure à accompagner toute initiative allant dans le sens de leur autonomisation. Convaincu que si les conditions de vie des femmes ne sont pas améliorées, c'est toute la société qui en pâtit. Il est donc temps de se mobiliser pour améliorer les conditions de vie des femmes, surtout celles de la région du Tchologo. Le ministère de la Promotion de la Femme, de la Famille et de la Protection de l'Enfant a rendu un hommage à ces femmes qui, dans les champs et sur les marchés, contribuent à l'épanouissement de leur famille. Anna Bailly Traoré, chef de cabinet de la ministre, les a exhortés à adhérer au compendium des compétences féminines de Côte d'Ivoire. Chères sœurs, avec le compendium, je veux vous assurer que Madame la ministre Kwasi Yao va vous accompagner. Parce que dans le compendium, l'une des stratégies, c'est que nous voulons développer le leadership des femmes, mettre en place des femmes chefs d'entreprise, quel que soit leur niveau. L'artiste Daouda le Sentimental a donné une note de gaieté à la cérémonie. Dans la commune d'Atekoubé, l'ONG Cœur de Mer International aide les femmes à pouvoir se prendre en charge. Elle vient de faire des dons à plus de 1000 femmes de la commune. Grâce Kando. Lutte contre la pauvreté, autonomisation de la femme,
Des actions inscrites au programme des activités de l'ONG Cœur de Mer International. Une structure qui œuvre pour l'amélioration des conditions de vie des populations en général et celles des femmes en particulier. Nous essayons d'aider un tant soit peu nos valeureuses femmes d'Atekoubé en mettant en place des activités génératrices de revenus pour les aider à sortir de la précarité, de la pauvreté, également à scolariser leurs enfants à la rentrée. Nous essayons de soutenir ces femmes pour que, petit à petit, Atekoubé soit debout, Atekoubé soit dans la joie. À travers vos grandes œuvres de charité, de partage, de rassemblement, nous femmes d'Atekoubé, nous sommes comblées. Depuis sa création en 2013, l'ONG Cœur de Mer International enregistre plus de 1000 femmes. Ces dernières bénéficient des microcrédits, des actions que salue Clarisse Duncan, l'épouse du Premier ministre. Je félicite et encourage l'ONG Cœur de Mer et tous ses membres pour leur forte mobilisation en faveur de la solidarité et de la fraternité. Oui, nous devons, nous les femmes, être chacune à son niveau le prolongement de l'action sociale du président de la République. Clarisse Duncan a aussi pris l'engagement d'accompagner les femmes d'Atekoubé pour leur autonomisation. L'action réjouit l'ONG Cœur de Mer International qui vise l'insertion socio-économique de toutes les femmes de la commune d'Atekoubé. La journée des océans est célébrée aujourd'hui 8 juin. Elle vise à mettre un accent particulier sur le rôle des océans partout dans le monde. Océan sain, planète saine, c'est le thème retenu cette année. Le reportage est signé Patricia Omouetia. La Côte d'Ivoire, à l'instar de toute la communauté internationale, célèbre le 8 juin de chaque année la Journée mondiale des océans. Cette année, le thème retenu est « Océan sain, planète saine ». C'est l'occasion de poursuivre nos efforts pour mettre un terme à la pollution marine engendrée par les activités humaines. Au fil des années, les océans subissent de fortes pressions anthropiques, les empêchant d'assurer convenablement leurs fonctions naturelles. En effet, chacun d'entre nous n'a pas toujours agi en faveur de la protection de nos océans. L'illustration la plus frappante est l'ensemble et l'ampleur des marées enregistrées au cours de ces dernières décennies et de la quantité de déchets plastiques présents dans les océans. Cette journée constitue donc un des moyens pour continuer de sensibiliser chaque citoyen à ne plus poser d'actes qui menacent notre patrimoine commun, les océans. Après des débuts timides, cet événement a pris aujourd'hui une grande ampleur dans le domaine de la sensibilisation à la santé des océans et celui d'une meilleure gestion de l'océan et de ses ressources. En matière de lutte contre le changement climatique, la Côte d'Ivoire s'est dotée d'une feuille de route pour l'application des accords de Paris. C'est un document qui doit permettre au pays de tirer un maximum de profit de cet accord et surtout de renforcer ses actions dans cette lutte contre le changement climatique. Herman Yamia. Après la présentation de sa feuille de route de mise en œuvre de l'accord de Paris sur le climat le 8 avril dernier, la Côte d'Ivoire veut passer à une autre étape, celle de l'identification et de la formulation de projets structurants pour lutter contre les changements climatiques. L'objectif visé, c'est d'informer largement l'ensemble de ses partenaires sur la feuille de route, la mise en œuvre de l'accord de Paris. Il y a des solutions innovantes et la Côte d'Ivoire veut, à travers les projets, mobiliser ces solutions-là et pouvoir répondre de façon efficace et concrète aux besoins et aux priorités des populations. Le présent atelier a pour objectif principal d'interagir avec l'ensemble des parties prenantes afin de leur expliquer la feuille de route pour bénéficier de leur contribution dans la formulation de projets structurants respectant les critères d'éligibilité des guichets climatiques vers lesquels seront présentées toutes les initiatives. Nous connaissons les effets climatiques en Côte d'Ivoire. Nous voyons comment en ville les choses se changent, se transforment, les bords des mers, etc. Nous sommes tous interpellés. Nous engageons à aider le ministère et l'État de Côte d'Ivoire à sensibiliser les Ivoiriens
à engager tout le monde dans la transition énergétique. Il s'agit concrètement de faire des économies d'énergie, d'optimiser nos systèmes de production et d'être de plus en plus tournés vers les énergies renouvelables. La lutte contre le réchauffement climatique ne doit pas être la seule initiative des gouvernements, mais de l'ensemble de la population, a indiqué le directeur général de l'environnement. C'est pourquoi il invite les populations à poser des actes qui peuvent concourir à la protection de l'environnement. La protection de la forêt, un élément clé pour la préservation de l'environnement, passe aussi par le contrôle strict de l'exploitation du bois. Dans la région du Haut-Sassandra, les exploitants reconnus du bois veulent lutter contre l'exploitation frauduleuse, un danger pour l'économie et aussi pour l'environnement. Thomas Guessambi. Le pillage systématique des ressources forestières, notamment le bois, c'est à cette besogne que se donnent des individus sans scrupules. Le phénomène, loin de s'estomper, gagne malheureusement du terrain, contribuant ainsi à la dégradation du massif forestier, mais surtout causant à l'État une énorme perte financière. Dans le Haut-Sassandra, le phénomène n'est plus que saisissant. Je suis déterminé à arrêter, ce n'est pas moi seul. Parce qu'y compris tous les vendeurs de bois et tous ceux qui se débrouillent, il y a des chargeurs, il y a tous qui font des gens, on a arrêté totalement parce que c'est le ministre qui a décidé, donc on a arrêté, mais nous lançons un message au ministre, on a quand même trouvé un autre boulot à faire, on va se débrouiller ça, parce que nous sommes des pères de famille aussi. Au mépris des règles du métier, les scieurs clandestins continuent d'approvisionner le marché du bois. Une situation qui laisse sans voix les scieries et autres unités industrielles soumises à une réglementation. Le pays étant urbanisé et du fait de l'agriculture, les forêts primaires n'existent pratiquement plus. Donc aujourd'hui, l'avenir de l'exploitation forestière se retrouve dans les forêts classées. Donc permettre à ces forêts classées-là de se régénérer en faisant des activités d'aménagement propres à l'exploitation forestière, en plantant des espèces de bois que nous pouvons effectivement transformer ici. Réunis au sein du syndicat national agricole pour le progrès en Côte d'Ivoire, SYNAPSI, Koné Moussa et ses camarades veulent prendre ce problème à bras-le-corps. Vous constatez avec moi que la sensibilisation a porté des fruits. Toutes ces zones-là étaient remplies de bois. Vous constatez avec moi qu'ils ne sont plus là. Les gens ont compris, ils ont dit que vraiment on a raison. Le couvert forestier ivoirien estimé à 16 millions d'hectares dans les années 80 n'en fait plus que 2. Une diminution due en partie au phénomène de l'exploitation illicite du bois qui cause plus de mal au pays que de bien. Dans la Bagoué, le conseil régional a investi 127 millions de nos francs. Cette somme a servi notamment à la construction et à la réhabilitation d'infrastructures dans les domaines routiers, scolaires, hydrauliques et médicaux. Le conseil régional de la Bagoué inaugure les réalisations qui sont à son actif. Des actions concrètes qui rentrent dans le cadre du bien-être des populations. Successivement, Siama Bamba a remis les clés du centre de santé rurale de Lomara, infrastructure réhabilitée par le conseil. À Kofré, le président du conseil a remis les clés d'une cantine scolaire. Un moulin décortiqueur a été offert aux femmes de Tioro. Grâce à ce conseil, le village de Kounoumon dispose de la lumière à la grande satisfaction des populations de ce village. Un pont relie désormais Koumbiala à Koumounou pour faciliter la circulation des personnes et l'écoulement des produits agricoles. L'éducation des enfants n'a pas été oubliée. Le conseil dirigé par Siama Bamba a remis les clés d'un bâtiment de 3 classes à Douasso. Le périple du conseil pour le bonheur des populations de la Bagoué s'est achevé par la remise des clés d'une maternité construite à Mounini. Toutes ces réalisations ont coûté plus de 127 millions de francs CFA. Je suis heureux que mon travail ait été reconnu et que cela me soit permis en tout cas d'être le premier message. Je le dis, je le dois d'abord 1 aux conseillers régionaux, 2 aux conseillers économiques et en 3e position à la population qui adhère justement à notre vision de développement. Autre activité du conseil, des campagnes de sensibilisation et la prévention des conflits agriculteurs-éleveurs. Conflits récurrents dans la zone. Une campagne est donc utile et nécessaire pour renforcer le bon climat de paix et de cohésion sociale dans la région.
Au Kenya, l'opposition a organisé une grande manifestation. Elle demande la dissolution de la commission électorale qui, selon elle, penche vers le gouvernement actuel. Nouveau regain de tension au Kenya. Pas de réforme, pas d'élection. Voilà ce que scandaient des manifestants de l'opposition dans les rues de Nairobi ce lundi. Devant le siège de la commission électorale, un cortège de la coalition pour les réformes et la démocratie, le CORD de l'opposition. À sa tête, l'ex-premier ministre Raila Odinga qui demande la dissolution de l'institution après l'échec des discussions avec le gouvernement d'Ouro Kenyatta. Nous avons répété toutes les fois que nous aimerions organiser des manifestations pacifiques pour exprimer notre mécontentement face à la commission électorale indépendante et ses limites. Et nous avons dit que le temps est venu pour la commission de rentrer chez elle. L'avenir de ce pays est directement tributaire de la façon dont nous menons nos élections et comment nous élisons les dirigeants au pouvoir. Si des voleurs sont de connivence avec l'IEBC pour venir au pouvoir, les Kenyans de bonne volonté vont dire non. La société civile, pour sa part, accuse la commission électorale d'être du côté du camp au pouvoir et d'y craindre pour l'équité de la présidentielle de 2017. Ces manifestations avaient été interdites par la police avant d'être finalement autorisées par la haute cour kenyane. Elles se sont étendues sur l'ensemble du territoire national, faisant des dégâts matériels et humains. 2 morts par balle et de nombreux blessés à Kisumu, dans l'ouest du pays, lors de violents affrontements entre forces anti-émeutes et manifestants. La légende du football nigérien Stephen Keshi est décédé tôt ce mercredi matin. L'ancien défenseur des Super Eagles incarne l'Arche d'or du football nigérien. Vainqueur de la CAN 1994, il a aussi remporté la CAN 2013, mais cette fois en tant qu'entraîneur. Il a qualifié le Togo pour le Mondial 2016 et conduit les Flying Eagles au Mondial 2014 au Brésil. Sébastien Wognan. Ancien international puis sélectionneur du Nigeria, Stephen Keshi a été l'une des grandes figures du football africain. Vice-champion d'Afrique avec les Super Eagles en 1984 en Côte d'Ivoire, il a évolué dans la foulée au Stade d'Abidjan de 1984 à 1986. Il entamera une carrière professionnelle en Belgique à Lokeren et en France à Strasbourg. Keshi a porté 64 fois le maillot du Nigeria pour 9 buts. Ce ex-défenseur central, surnommé The Boss, a remporté la CAN 1994 et disputé le mondial aux États-Unis la même année. Une carrière de joueur bien remplie après laquelle Keshi passera sur le banc. Son premier fait d'armes est la qualification du Togo pour le mondial 2006. Il remportera la CAN 2013 avec le Nigeria en dominant le Burkina Faso 1-0 en finale. Il avait éliminé les éléphants 2-1 en quart de finale. Il a aussi conduit le Nigeria au mondial 2014 au Brésil, où il est tombé en 8e de finale face à la France 2-0. Stephen Keshi est décédé à l'âge de 54 ans. Et ce journal est terminé. Merci de votre attention. Très bel après-midi à vous tous sur RTI 1.